Et comment, ça va? Deux podcasteurs saisissent l'occasion d'interviewer le patient le plus redouté de Smith's Grove avant qu'il ne soit transféré dans un lieu encore plus sécurisé. Leur accompagnateur est le Dr Sartain, responsable de Michael Myers, bien que son étude obsessionnelle n'ait donné aucun résultat. Durant toutes ces années, Michael n'a jamais dit un seul mot. Ils arrivent alors que les patients sont enchaînés à l'extérieur pour profiter d'un peu de soleil. Après 40 ans de silence, Aaron croit pouvoir briser la glace en apportant un artefact qu'il considère précieux. La simple présence de l'objet altère l'atmosphère, provoquant de l'agitation parmi les patients. Michael, cependant, reste immobile. Aaron insiste, espérant une réaction quelle qu'elle soit. Cette tentative ratée conduit le duo à Haddonfield, où ils tentent de rassembler des images d'archives et cherchent à convaincre Laurie Strode de leur parler. Elle vit isolée, méfiante, comme quelqu'un de toujours sur ses gardes. Bien que réticente, Laurie les reçoit. Dana tente de gagner sa confiance en parlant de l'importance de son parcours, mais lorsqu'elles abordent le fait qu'elle a perdu la garde de sa fille, Laurie se referme. Aaron révèle alors leur véritable motif. Ils veulent organiser une rencontre entre Laurie et Michael. Cette proposition sensationnaliste pousse Laurie à les expulser immédiatement. Pendant ce temps, Karen, la fille de Laurie, ajuste ses engagements pour participer à la soirée d'honneur de sa fille, Allison, ce soir-là. Elle et son mari, Ray, se montrent enthousiastes à l'idée de rencontrer le petit ami de leur fille, Cameron. Mais Allison décide de tester sa mère en lui demandant si elle a invité sa grand-mère comme promis. Karen ment en disant que oui, mais elle préfère maintenir Laurie à l'écart pour protéger Allison de l'instabilité de sa grand-mère. Sur le chemin de l'école, la jeune fille raconte à ses amis qu'elle a elle-même fait l'invitation. Il se trouve que cette période de l'année fait toujours remonter de lourds souvenirs, bien que pour les autres, tout cela ressemble à une légende urbaine. David, moqueur, se demande si le passé a été si grave que ça. Après tout, ce n'était qu'un homme avec un couteau et un nombre modeste de victimes. Pendant ce temps, Allison embrasse Cameron dans le couloir. Oscar apparaît, distribuant des baisers au hasard à ses amis. La journée se poursuit et Laurie cherche sa propre façon de se rapprocher de sa petite fille, lui offrant l'argent gagné avec le podcast. Elle encourage sa petite fille à profiter de la vie, mais son autorité est fragile. Laurie vit comme une ermite, prisonnière d'une tragédie qui ne s'est jamais répétée. Pourtant, elle ne se laisse pas intimider. Elle dit qu'elle affronterait toute la haine du monde si cela signifiait élever une fille forte. De retour dans son refuge, elle prend soin de ses armes comme si elles faisaient partie de son propre corps. La maison de Laurie n'était pas un foyer, c'était une forteresse. Des années de préparation, avec le bunker et les pièges, montrent qu'elle était la seule à prendre la menace au sérieux. Plus tard, les podcasteurs écoutent de vieux enregistrements du Dr Loomis, tandis qu'à Smith's Grove, le transfert des patients commence. Le Dr Sartain insiste pour suivre le transfert de près. En tant que responsable de Michael, il veut tout observer. Mais à l'extérieur, il y a un autre type de vigile, Laurie Strode, qui observe le mouvement à distance. Un cri strident déchire l'air. Ailleurs en ville, le groupe s'est réuni dans un restaurant. Ils sympathisent avec Cameron, riant tout en mangeant des jalapenos et en buvant des margaritas. Laurie apparaît et rend l'atmosphère tendue avant de se joindre à eux à table, incapable de cacher sa frustration de ne pas avoir tué Michael quand elle en a eu l'occasion. Allison réalise que la réticence de Karen à laisser sa grand-mère s'approcher a peut-être un fondement. En voyant sa grand-mère en larmes, elle la suit pour la réconforter, même sans comprendre pleinement le poids qu'elle porte. Karen, de son côté, se remémore le passé. Elle raconte comment elle a passé son enfance à être entraînée pour survivre à quelque chose qui n'est jamais arrivé, jusqu'à ce que les services sociaux la lui retirent. Amère, elle a décidé qu'elle protégerait Allison en la cachant des duretés du monde. Sur les routes de la région, un père et son fils discutent de chasse et de pêche, tandis que le garçon montre de l'intérêt pour la danse. Avant toute résolution, le duo tombe sur un bus abandonné, rempli de patients à la dérive. Le père décide d'aller voir ce qui s'est passé pendant que le fils appelle les urgences. Mais les opérateurs veulent plus de détails et il finit par se diriger seul vers l'obscurité, fusil en main. Le père du garçon a commis l'erreur classique, aller enquêter seul sur le danger. Il trouve bientôt un homme blessé qui l'avertit de fuir. Cependant, il insiste pour continuer et trouve le docteur Sartain, qui tente de demander au garçon de ne pas tirer, mais la peur provoque l'effet inverse. Il essaye de retourner à la voiture pour fuir, mais les clés ne fonctionnent pas et il finit par se faire attraper. L'appel parvient à l'officier Hawkins, qui part immédiatement enquêter. En arrivant, il trouve l'endroit presque vide, mais avance avec prudence parmi les corps éparpillés. Il trouve le docteur agonisant, dont la principale préoccupation est de savoir si Michael s'est échappé. C'était une faille de sécurité grotesque, car transporter le tueur le plus dangereux de l'État, sans mesures extrêmes, était une très mauvaise idée depuis le début. Le lendemain, Aaron et Dana visitent la tombe de Judith Myers et commencent à dramatiser les événements pour le podcast. À Haddonfield, le shérif Barker rapporte que les patients ont été localisés, mais aucun ne peut expliquer ce qui s'est passé. La seule information utile vient de la reconnaissance de Hawkins. Le nom de Michael Myers figurait sur la liste des passagers. Pendant ce temps, les podcasteurs font le plein de leur voiture et une silhouette familière apparaît au loin, commettant des actes de violence. Dana entre dans les toilettes et est bientôt alarmée par des pas lourds et le bruit de porte en train d'être vérifié. Il se trouve qu'il y a quelqu'un là qui ignore
ignore complètement les limites de la vie privée. Dans la boutique, Aaron essaie de payer et se heurte à la brutalité. Dans les toilettes, Michael tente de défoncer la porte avec ses poings pleins de dents ensanglantées. Dana se traîne jusqu'à la cabine voisine où elle est temporairement sauvée par Aaron qui entre pour l'affronter. Même avec un pied de biche en main, il n'a pas ce qu'il faut pour le blesser. Il finit le visage écrasé contre le sol. Dana, acculée, ne peut pas faire grand-chose et ne survit pas. Ensuite, Michael ouvre le coffre et récupère son vrai visage, le masque. Ils avaient complètement sous-estimé le danger. Aaron, avec un pied de biche, a cru qu'il pourrait affronter Michael, ce qui n'avait aucun sens et leur a coûté la vie à tous les deux. Laurie est frappée par la nouvelle et déclenche le protocole d'urgence, verrouillant tout et descendant dans son bunker souterrain. Une partie de la stratégie consiste à s'introduire dans la maison de Karen pour vérifier si elle se souvient des leçons, mais elle ne s'en souvient pas et se fait réprimander pour cela. Malgré tout, il préfère en poursuivre le dîner, ignorant les avertissements de Laurie sur un possible massacre. Au poste de police, les officiers réalisent enfin l'étendue de la destruction. Le danger est confirmé par le shérif. Halloween arrive alors à Haddonfield. Michael apparaît rapidement et disparaît, partant à la recherche de bonbons cachés. Il entre dans la première maison, mais comme il ne trouve rien, il échange un marteau contre un couteau. Puis il continue dans les rues animées. Son objectif est simple, émerger de l'ombre, identifier des cibles et les transformer en véritables victimes, accomplissant ainsi le destin de chacun. À la fête de l'école, le couple déguisé en Bonnie et Clyde révèle le secret de leur costume. Ils ont inversé les rôles de genre. Ils entrent dans la fête où tout le monde danse sans souci. Allison reçoit un appel de Vicky, qui garde un enfant et invite ses amis à venir fumer chez elle plus tard. Même avec un langage codé, Julian comprend exactement ce qu'ils veulent et est donc envoyé au lit plus tôt. Pendant ce temps, à la fête, Allison revient et surprend Cameron, qui est le centre de l'attention féminine. Il essaye de la convaincre qu'il est un bon garçon et, comme beaucoup de bons garçons, la faute de ce qu'il a fait retombe sur l'utilisation de son téléphone à elle. Dehors, Laurie patrouille dans les rues, écoutant la radio de la police. Par coïncidence, Michael arrive à la maison de Julien, où Vicky nettoie un énorme couteau. Dave arrive ensuite et montre un tatouage commémoratif, ce qui leur vaut des caresses sur le canapé. Au milieu de leurs ébats, Vicky entend un bruit. Dave se prépare à vérifier, mais Julian apparaît, effrayé, alertant sur le croque-mitaine. Vicky décide d'enquêter, ne trouve rien et remet le garçon au lit. Il lui demande de fermer la porte du placard, qui refuse de bouger car il y a quelqu'un à l'intérieur. Elle a fait ce que personne dans un film d'horreur ne devrait faire, enquêter sur un bruit dans le noir et en plus ne pas croire l'enfant. 2 erreurs fatales d'affilée. Vicky est alors tirée à l'intérieur et attaquée tandis que Dave rassemble son courage, prend un couteau et tente de la sauver, mais il est trop tard. La police est appelée à cause du vacarme et se rend immédiatement sur les lieux. Hawkins est le premier à arriver et trouve la porte arrière grande ouverte. Il avance à l'intérieur, annonce sa présence mais personne ne répond. Il monte les escaliers et trouve une silhouette recouverte d'un drap. Craintif, il soulève le tissu et découvre que c'est Vicky, sans vie, en dessous. Laurie arrive agressivement, vide la rue et aperçoit Michael 2 fenêtres à gauche de Hawkins. Elle vise avec précision, mais le tir ne l'atteint pas. Michael sort alors tranquillement, suivi par Hawkins, qui s'arrête en voyant Dave cloué au mur. Laurie s'approche et touche Michael au cou d'une balle rasante qui réagit à peine. Elle et Frank se retrouvent, 2 témoins marqués par le massacre de 1978. Alors qu'ils analysent ce qui reste, le shérif Barker arrive, accompagné du docteur Sartain, maintenant conscient et impatient de parler. Les 2 policiers débattent pour savoir s'ils représentent une aide ou une menace, mais le docteur avertit que Michael tuera à nouveau. Laurie suggère d'agir, ce qui éveille l'intérêt du médecin. Pendant que le reste de la ville se confine, Oscar accompagne Allison dans les rues. Il lâche un commentaire sur le fait qu'elle est bien trop incroyable pour rester avec Cameron. Peu après, il l'invite à prendre un raccourci avec lui. Pendant ce temps, Hawkins et Sartain continuent de sillonner la ville. Durant le trajet, le docteur montre des signes de fascination morbide, révélant son désir d'explorer l'esprit de Michael. Ensuite, ils se rendent à la maison d'Allison. Le plan est de réunir la famille pour s'abriter dans la maison de la grand-mère. Pendant ce temps, Oscar montre que son raccourci consistait simplement à traverser une cour. Et ce discours selon lequel Allison méritait mieux n'était qu'une excuse pour tenter de l'embrasser. Après avoir été rejeté, il se jette au sol, se lamentant dans l'obscurité, pensant qu'il est face au propriétaire de la maison, mais il découvre bientôt que ce n'est pas le cas. Allison, déjà méfiante, ne tombe pas dans le piège de sa tentative de rapprochement. Oscar est alors tué d'un coup dans le dos et à la mâchoire empalée. À partir de là, Allison réalise ce à quoi elle fait face. Dans un rare moment de chance, elle parvient à s'enfuir en courant et trouve quelqu'un prêt à l'aider. Hawkins apparaît bientôt avec Sartain, avide d'expérience directe avec Michael Myers. Sur le chemin de l'abri de Laurie, Hawkins localise enfin la cible, prête à mettre fin à ce cauchemar. Malheureusement, Sartain prend sa fonction trop au sérieux et l'empêche de tirer. Dans un geste inattendu, il sort une petite lame et assassine Hawkins. Selon lui, il ne s'est jamais senti aussi proche de son patient. Il croit qu'ensemble, ils peuvent faire des progrès. Il met Michael dans la voiture avec Allison et affirme que l'obsession pour Laurie est ce qui maintient le tueur en vie. Il dit qu'il adorerait entendre la voix de Michael lui chuchoter
quelque chose à l'oreille. Y voyant une chance, Allison dit qu'il lui a parlé et promet de révéler ce qu'elle a entendu si elle est libérée. Le docteur, mu par la curiosité, arrête la voiture et insiste pour qu'elle le lui dise. Elle a utilisé l'obsession de certains contre lui, feignant que Michael lui avait parlé. C'était un appât psychologique parfait pour créer une chance de fuite. À ce moment, Michael se réveille et résout le problème à sa manière. Il tire le docteur dehors et, après des supplications pour un seul mot, n'offre qu'une action brutale. Allison s'enfuit également et tout se passe à quelques mètres de la maison de Laurie, ce qui attire l'attention des policiers de garde. Ils s'approchent avec prudence, mais ne trouvent rien. Alors que la maison est préparée, Ray interrompt son va-et-vient en voyant une voiture de police garée devant. Il va vérifier et trouve les agents dans un état préoccupant. Cependant, Ray emporte cette rencontre dans la tombe, entraîné dans l'obscurité tout en tirant en vain. Laurie crie son nom. Quelque part, dans le noir, le chasseur et la proie sentent l'approche. Le moment tant attendu commence enfin et Laurie, même préparée depuis des décennies, est vulnérable. Elle est près d'une fenêtre et de peu, tout aurait pu se terminer là. Mais Laurie est différente. Elle court vers le bunker pour éteindre les lumières pendant que Michael fait irruption. Ensuite, elle remonte, déterminée à finir ce qu'elle a commencé. Elle avance à travers les pièces, les nettoyant une par une et verrouillant les portes derrière elle. Elle suit une traînée de sang qui l'amène à la chambre des mannequins, où il est impossible de distinguer ce qui est réel. Soudain, il surgit et l'attaque, la projetant du balcon. Michael est distrait par l'arrivée d'Allison, ce qui permet à Laurie de disparaître. Karen apparaît et emmène sa fille au sous-sol. Les deux attendent en silence pendant que Michael essaie de comprendre ce qui se passe. Quand il localise enfin l'entrée, Karen prend son ancienne arme, mais perd courage et appelle sa mère. Cependant, ce n'était qu'un plan pour l'attirer et lui tirer une balle en pleine tête. Laurie surgit et frappe Michael avec force, le faisant dévaler les escaliers jusqu'au sous-sol. Alors que les deux femmes tentent de s'échapper, Michael attrape la cheville de Karen. Cela permet à Allison de le blesser, marquant son passage par le rituel du sang. Il s'avère que l'abri présenté comme la prison de Laurie était en fait un piège pour Michael. Après l'avoir capturé, Laurie active le gaz et les allumeurs. Ensuite, elle jette une fusée de détresse allumée. La maison explose en flammes, mais Michael reste impassible. Le plan final des femmes Strode était brillant. Elles ont utilisé toute la maison comme un piège, menant Michael exactement là où elles le voulaient, dans une chasse parfaitement exécutée. Les trois survivantes courent jusqu'à la route et sont secourues par un éleveur de poulets qui passait avec son camion, et elles continuent leur route dans la nuit. Ainsi se termine Halloween, film d'horreur et drame de 2018. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.